Agatha Christie. Les enquêtes de Miss Marple. Les lingots d'or. J'ai peut-être tort de vouloir vous raconter cette histoire, déclara Raymond West, parce que je ne peux pas vous en donner la solution. Mais les faits sont si intéressants et si curieux que j'aimerais vous la proposer comme un problème à résoudre et peut-être qu'à nous tous, nous lui trouverons une conclusion logique. Les événements remontent à 2 ans quand je suis allé passer les fêtes de Pentecôte chez un certain John Newman en Cornouailles. En Cornouailles, s'exclama Joyce Lamprière. Oui, pourquoi? Oh non, pour rien, seulement, c'est drôle, mon histoire se passe aussi en Cornouailles, dans un petit village de pêcheurs du nom de Rathol. Ne me dites pas que c'est le même. Non, mon village s'appelle Popelran. Il est situé sur la côte occidentale. C'est un endroit rocheux et sauvage. J'avais fait la connaissance de Newman quelques semaines auparavant, et j'avais trouvé en lui un compagnon très intéressant. Intelligent et non dépourvu de moyens, il était doué d'une imagination très romanesque. La location de Paul House était le résultat de sa dernière passion. Il faisait autorité pour la période élisabéthaine, et il m'avait décrit dans un langage aussi vivant qu'imagé la défaite de l'armada espagnole. Il en parlait avec une telle chaleur qu'on aurait pu croire qu'il en avait été le témoin. La réincarnation existe-t-elle? Je me le demande vraiment. Tu es si romanesque, mon cher Raymond, dit Miss Marple, en le regardant avec bienveillance. Je suis tout sauf romanesque, répliqua Raymond West, légèrement agacé. Mais ce bon Newman était si plein de son sujet qu'il m'intéressait à cause de ça, comme une bizarre survivance du passé. Il se trouve qu'un bateau appartenant à l'armada, dont on savait qu'il transportait une grande partie du trésor espagnol sous forme d'or, avait fait naufrage sur les côtes de Cornouailles, sur les célèbres et dangereux rochers du Serpent. Pendant quelques années, me dit Newman, on avait tenté de renflouer le navire et de retrouver le trésor. Il existe beaucoup d'histoires de ce genre, mais le nombre des trésors mythiques transportés par des bateaux dépasse de très loin celui des trésors authentiques. On avait même constitué une société, mais elle avait fait faillite, et Newman avait pu racheter les droits de la chose, ou, Dieu sait comment, vous appelez ça pour une bouchée de pain. Il était très enthousiaste. D'après lui, c'était une simple question de technique scientifique ultramoderne. L'or était là, il ne doutait pas qu'on puisse le retrouver. Tout en l'écoutant, je me disais que les choses se passent souvent ainsi. Un homme riche comme Newman réussit presque sans effort, alors que selon toute probabilité, la valeur monétaire de la découverte signifierait très peu pour lui. Je dois dire que je fus gagné par son enthousiasme. Je voyais des galions rabattus vers les côtes, poussés par la tempête, s'échouant, se brisant sur les rochers. Le mot galion avait à lui seul une résonance romantique. L'or espagnol est un accouplement de mots qui remue aussi bien l'écolier que l'adulte. En outre, je travaillais alors à un roman dont certaines scènes se passaient au XVIe siècle, et j'avais la perspective de tirer de mon hôte de l'authentique couleur locale. Je partis le vendredi matin de Paddington de fort bonne humeur. Il n'y avait qu'une seule personne dans le compartiment, dans le coin opposé au mien, un homme de grande taille, à l'allure militaire. Je ne pouvais me défaire de l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je me creusai longtemps la cervelle en vain. Enfin, ça me revint. C'était l'inspecteur Badgeworth que j'avais rencontré à propos de ma série d'articles dans l'affaire de la disparition d'Everson. Je me rappelai à son souvenir, et nous nous mîmes à deviser agréablement. Quand je lui dis que je me rendais à Popelran, il me fit remarquer que c'était une drôle de coïncidence, car il s'y rendait également. Ne voulant pas paraître indiscret, je ne lui demandai pas ce qu'il allait y faire. En revanche, je lui parlai de ce qui m'attirait là-bas et mentionnai le galion espagnol naufragé. À ma vive surprise, l'inspecteur n'en ignorait rien. « Il doit s'agir du Juan Fernandez, me dit-il. Votre ami ne sera pas le premier à engloutir de l'argent en essayant d'en tirer de l'or. C'est une idée chimérique. » Toute cette histoire n'est sans doute qu'un mythe, répliquai-je. Peut-être qu'aucun navire n'a jamais fait naufrage là-bas. « Oh, ce navire a bien sombré là-bas, et beaucoup d'autres encore, rétorqua l'inspecteur. Vous seriez étonné d'apprendre combien de naufrages il y a eu sur ces côtes. En fait, c'est ce qui m'amène maintenant. C'est là que l'Otrante a coulé il y a 6 mois. » Je me rappelle avoir lu ça dans les journaux, dis-je. Il n'y avait pas eu de perte humaine, je crois. Non, mais quelque chose d'autre a été perdu. La plupart des gens l'ignorent, mais l'Otrante transportait de l'or en barre. Ah, dis-je, très intéressé.
Nous avons mis évidemment des équipes de sauvetage à l'œuvre, mais l'or avait disparu, Mr. West. Disparu, m'écriai-je. Comment peut-il avoir disparu? C'est toute la question, répondit l'inspecteur. Les rochers avaient creusé un grand trou dans la chambre forte. Il a été facile d'y pénétrer par là, mais les plongeurs l'ont trouvé vide. Toute l'histoire se résume ainsi. L'or a-t-il été volé avant ou après le naufrage? A-t-il jamais été entreposé dans la chambre forte? Curieuse affaire, fis-je. Très curieuse, en effet. Si l'on songe à ce que représentent des lingots d'or, il ne s'agit pas d'une rivière de diamants que l'on peut glisser dans sa poche. Quand on sait à quel point c'est lourd et encombrant, ma foi, cela paraît absolument impossible. Il peut y avoir eu un tour de passe-passe avant que le bateau ne prenne la mer, mais si ce n'est pas le cas, ils ont été enlevés au cours des 6 derniers mois, et c'est pour éclaircir cette histoire que je vais là-bas. Newman m'attendait à la gare. Il regrettait de n'avoir pas sa voiture qui se trouvait en réparation à Truro. Il était venu me chercher avec la fourgonnette de la ferme. Je grimpais à côté de lui et nous traversâmes prudemment les rues étroites du village de pêcheurs. Après avoir grimpé une pente abrupte avec une inclinaison, je dirais de 5 degrés, puis emprunté sur une courte distance une route en lacet, nous franchîmes les piliers du granit flanquant l'entrée de Paul House. L'endroit était charmant. Il était situé sur les falaises avec une belle vue sur la mer. Une aile moderne avait été ajoutée au corps du bâtiment qui datait de 3 ou 4 siècles, derrière 3 ou 4 hectares de terre cultivable. « Bienvenue à Paul House, à l'enseigne du Galion d'Or, me déclara Newman, en me montrant du doigt, au-dessus de la porte, la reproduction parfaite d'un galion espagnol, toute voile dehors. La première soirée fut aussi plaisante qu'instructive. Mon hôte me montra de vieux manuscrits relatifs au Juan Fernandez. Il déroula des cartes pour moi, m'indiqua sa position avec des pointillés et déploya des plans d'appareils de plongée qui, je dois l'avouer, me parurent absolument stupéfiants. Je lui racontai ma rencontre avec l'inspecteur Badgeworth, ce qui l'intéressa vivement. La côte est peuplée de drôles de gens, dit-il, songeurs. Ils ont la contrebande dans le sang. Quand un bateau s'échoue sur ces rochers, ils ne peuvent pas s'empêcher de le considérer comme un objet de pillage qui leur est légalement destiné. Il y a quelqu'un ici que j'aimerais que vous voyiez. C'est une véritable survivance du passé. Le lendemain matin, il faisait un temps splendide. Newman m'emmena à Paul Perran et me présenta son scaphandrier, un certain Higgins. C'était un homme au visage de bois, très taciturne, qui ne s'exprimait que par monosyllabes. Ils discutèrent tous les deux de problèmes purement techniques, après quoi nous allâmes aux 3 ancres. Une chope de bière délia en quelque façon la langue de ce remarquable individu. « Un policier a débarqué de Londres, grommela-t-il. Ils disent que ce bateau qui a coulé en novembre transportait un sacré tas d'or. Eh ben, c'est pas le premier qui s'échoue ici et ce sera pas le dernier. »« Sûr, dit le patron des 3 ancres, faisant chorus. « C'est bien vrai ce que tu dis, Bill Higgins ?»« Ben, je pense bien, monsieur Kelvin, répartit Higgins. » Je dévisageai avec curiosité le patron. C'était un type pas ordinaire, brun et basané aux larges épaules. Ses yeux étaient injectés de sang, et il avait une façon étrangement furtive d'éviter votre regard. Je le soupçonnais d'être celui dont m'avait parlé Newman, la véritable survivance du passé. « Sur la côte, on n'aime pas que les étrangers viennent se mêler de nos affaires, lança-t-il, avec une certaine agressivité. »« Comme la police ?» demanda Newman en souriant. « Comme la police, et comme d'autres, » rétorqua Kelvin d'un air entendu. « N'allez pas l'oublier, monsieur. » « Oh, vous savez, Newman, à mon avis, ça sonnait comme une menace, dis-je, tandis que nous grimpions la colline pour rentrer. Mon ami se mit à rire. Ridicule, oh, je ne fais de mal à personne ici. Je secouai la tête sceptique. Ce Kelvin avait quelque chose de sinistre et de grossier. J'avais le sentiment que son esprit devait emprunter des voies étranges et inconnues, et c'est à compter de ce jour que je me suis senti inquiet. J'avais bien dormi la première nuit, mais la nuit suivante, mon sommeil fut très agité. Le dimanche matin se leva sur un ciel sombre et couvert. Un orage menaçait. Je n'ai jamais su dissimuler mes états d'âme, et Newman remarqua le changement qui s'était produit en moi. « Mais qu'est-ce qui ne va pas, West? Vous semblez un paquet de nerfs ce matin ?»« Je ne sais pas, dis-je, mais j'ai d'horribles pressentiments. »« C'est à cause du temps ?»«
Oui, peut-être. Je n'en dis pas plus. L'après-midi, nous sortîmes dans le canot à moteur de Newman, mais la pluie s'abattit avec une telle violence que nous fûmes heureux de mettre pied à terre et d'enfiler des vêtements secs. Dans la soirée, mon malaise ne fit que croître. Dehors, la tempête hurlait, rugissait. Vers 10 heures, elle se calma. Newman jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Le ciel s'éclaircit, déclara-t-il. Je ne serais pas étonné qu'on ait une belle nuit d'ici une demi-heure. Si c'est le cas, j'irai faire un petit tour. » Je bâillai. « J'ai terriblement sommeil, dis-je. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, je crois que je ne vais pas tarder à aller me coucher. » Ce que je fis. J'avais très peu dormi la veille. Cette nuit-là, je dormis lourdement, mais pas paisiblement pour autant. J'étais encore oppressé par un affreux pressentiment. Je fis d'épouvantables rêves. Je voyais de terrifiants abîmes et d'immenses précipices parmi lesquels j'errais, sachant qu'un faux pas signifiait la mort. Les aiguilles de ma montre indiquaient 8 heures lorsque j'ouvris les yeux. J'avais très mal à la tête et j'étais encore sous l'impression de terreur que m'avaient causé mes rêves de la nuit. Cette impression était encore si vive que quand j'ouvris la fenêtre, je reculai en sursautant, de nouveau saisi de terreur. Car la première chose que j'avais vue, ou que j'avais cru voir, c'était un homme creusant une tombe. Il m'a fallu quelques minutes pour me remettre. Puis je compris que le fossoyeur était le jardinier de Newman et que la tombe était destinée à 3 rosiers qui reposaient pour l'heure sur la pelouse, attendant le moment propice pour être plantés. Le jardinier leva la tête, me vit et porta la main à son chapeau. « Bonjour, monsieur, belle matinée, monsieur. » Sans doute, dis-je sans conviction, n'ayant pas encore réussi à retrouver mon calme. Quoi qu'il en soit, comme venait de le dire le jardinier, la matinée était belle. Le soleil brillait, et le ciel était d'un bleu pâle qui laissait espérer du beau temps pour la journée. Je descendis prendre mon petit déjeuner en sifflotant. Newman n'avait pas de domestique vivant dans la maison. 2 sœurs d'âge mûr venaient chaque jour de la ferme voisine satisfaire ses modestes besoins. L'une d'elles posait justement la cafetière sur la table quand je pénétrai dans la salle à manger. « Bonjour, Elisabeth. Monsieur Newman n'est pas encore descendu ?»« Il a dû sortir de bonne heure, monsieur, répondit-elle. Il n'était pas dans la maison quand nous sommes arrivés. » Mon angoisse se réveillait aussitôt. La veille et l'avant-veille, Newman était descendu déjeuner assez tard et je ne l'imaginais pas se levant à l'aube. Mu par mes pressentiments, je grimpai jusqu'à sa chambre. Elle était vide, et de plus son lit n'avait pas été défait. En examinant rapidement la pièce, je découvris encore autre chose. Si Newman était allé se promener, il était sorti dans le costume qu'il portait au dîner, car celui-ci n'y était pas. J'étais sûr à présent que mes pressentiments étaient justifiés. Newman avait dû sortir, se promener, comme il me l'avait annoncé, pour une raison ou une autre. Il n'était pas rentré. Pourquoi? Avait-il eu un accident? Était-il tombé de la falaise? Il fallait organiser tout de suite des recherches. En l'espace de quelques heures, je rassemblai un bon nombre de volontaires et nous partîmes en chasse dans toutes les directions, le long de la falaise et en bas sur les rochers, mais il n'y avait pas trace de Newman. À la fin, désespéré, j'allai voir l'inspecteur Bagworth, son visage devint très grave. « Il y a quelque chose de louche dans tout ça, dit-il. Il y a quelques individus par ici que les scrupules n'étouffent pas. Avez-vous déjà rencontré Kelvin, le patron des 3 ancres ?» J'opinai du bonnet. « Savez-vous qu'il avait fait un petit tour en prison il y a 4 ans? Agression et voie de fait? » Ça ne m'étonne pas, dis-je. On a l'air de penser ici que votre ami a tendance à fourrer son nez dans les affaires qui ne le regardent pas. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. On poursuivit les recherches avec une ardeur redoublée, et c'est en fin d'après-midi seulement que nos efforts furent récompensés. Nous découvrîmes Newman dans un fossé profond, dans un coin de sa propriété. Il avait les pieds et les mains soigneusement liés, et un mouchoir enfoncé dans la bouche pour l'empêcher de crier. Il souffrait beaucoup, et était terriblement épuisé. Mais après quelques frictions, des poignets et des chevilles et une bonne rasade de whisky, il fut capable de nous expliquer ce qui s'était passé. Le temps s'étant dégagé, il était sorti se promener vers 11 heures, il avait longé les falaises jusqu'au lieu dit la caverne des contrebandiers, en raison des nombreuses grottes qui s'y trouvent. Ayant aperçu des hommes occupés à décharger un petit bateau, il était descendu pour voir de plus près de quoi il s'agissait. La marchandise, quelle qu'elle soit, paraissait très lourde et on la transportait dans une des grottes les plus éloignées.
Sans soupçonner quoi que ce soit de louche, Newman fut néanmoins intrigué. Il s'était approché très près sans se faire remarquer. Soudain, il entendit un cri d'alarme. Aussitôt, 2 marins taillés en force fonçaient sur lui, et il perdit connaissance. Lorsqu'il reprit connaissance, il était couché dans il ne savait quel véhicule à moteur qui, autant qu'il pouvait en juger, grimpait avec beaucoup de sauts et soubresauts le chemin de la côte du village. À sa grande surprise, le véhicule pénétra dans sa propriété. Là, après avoir chuchoté entre eux, les hommes le tirèrent du camion et le jetèrent dans un fossé assez profond pour qu'il ne puisse pas être découvert avant un certain temps. Puis, le camion repartit et sortit, pensait-il, par une autre porte située 500 mètres plus près du village. Tout ce qu'il put dire de ses agresseurs fut que c'étaient certainement des marins et qu'ils parlaient avec l'accent de Cornouailles. L'inspecteur Badworth fut très intéressé. « C'est sûrement là qu'avait été caché le butin, s'exclama-t-il. Il aura été sauvé du naufrage d'une manière quelconque et entreposé dans une grotte écartée. Tout le monde sait qu'après avoir fouillé toutes les grottes de la caverne des contrebandiers, nous n'allions poursuivre nos recherches plus loin. Ils ont dû déplacer la marchandise pendant la nuit et l'entreposer dans une grotte que nous avons déjà fouillée et qui par conséquent a peu de chances d'être fouillée de nouveau. Malheureusement, ils ont eu au moins 18 heures pour disposer de la marchandise. S'ils ont mis la main sur Mr. Newman la nuit dernière, nous ne trouverons sans doute plus rien maintenant. » L'inspecteur se dépêcha d'aller relancer les recherches. On découvrit que le butin semblait effectivement avoir été entreposé là, mais on l'avait de nouveau changé de place et rien n'indiquait où on avait pu l'emmener. On releva cependant un indice dont l'inspecteur me fit part le lendemain matin. « Rares sont les véhicules qui empruntent ce chemin, me dit-il, et à plusieurs endroits nous avons relevé des traces de pneus très nettes. L'un d'eux a laissé des marques triangulaires qu'on ne peut confondre avec aucune autre. Certaines de ces empreintes se dirigent vers la maison, d'autres vers l'autre porte, ce qui prouve qu'il s'agit bien du véhicule que nous recherchons. Maintenant, pourquoi sont-ils sortis par cette porte éloignée? Il me paraît clair qu'il s'agit d'un camion du village. Et au village, ils ne sont pas nombreux à posséder un camion, 2 ou 3 au plus. Kelvin, le propriétaire des 3 ancres, en a un. Et quel a été le premier métier de Kelvin? Demanda Newman. Curieux que vous posiez cette question, Mr. Newman. Dans son jeune temps, Kelvin a été plongeur professionnel. J'ai échangé un regard avec Newman. Les différentes pièces du puzzle semblaient se mettre en place. Kelvin n'était pas parmi les hommes de la plage? Demanda l'inspecteur. Newman secoua la tête. Je crains de ne pouvoir vous être d'aucun secours à ce sujet, déclara-t-il à regret. Je n'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. L'inspecteur eut l'amabilité de me permettre de l'accompagner aux 3 ancres. Le garage se trouvait dans une rue adjacente. La grande porte était fermée, mais en remontant l'allée qui le longeait, nous découvrîmes une petite porte qui y conduisait. Celle-ci était ouverte. Une rapide inspection des pneus fut suffisante. « Nom de Dieu, nous le tenons !» s'exclama l'inspecteur. « Voilà le dessin plus vrai que nature sur la roue arrière gauche. Eh bien, monsieur Kelvin, je ne pense pas que vous serez assez malin pour vous tirer de là. » Raymond West s'arrêta. « Et alors, dit Joyce, jusque-là, je ne vois pas le problème, à moins qu'il n'ait jamais retrouvé l'or. » « En effet, ils n'ont jamais retrouvé l'or, répondit Raymond. Et ils n'ont jamais eu Kelvin non plus. J'imagine qu'il était trop malin pour eux, mais je ne vois pas très bien comment il s'y est pris. Il fut arrêté, au vu de la trace de pneus, mais il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Juste en face du garage, il y avait un cottage loué l'été par une femme peintre. « Oh, ces femmes peintres !» s'exclama Joyce en riant. « Comme vous dites, oh, ces femmes peintres !» Celle-ci en particulier avait été malade pendant plusieurs semaines et en conséquence avait 2 infirmières pour s'occuper d'elle. L'infirmière de nuit avait installé son fauteuil près de la fenêtre dont le store était relevé. Elle déclara que le camion n'aurait pas pu sortir du garage sans qu'elle le voie, et elle jura qu'en fait, il n'avait pas quitté le garage cette nuit-là. Bon, je pense pas que ce soit très difficile à comprendre, dit Joyce. L'infirmière s'était endormie, bien sûr. Elles s'endorment toujours. Cela, on sait que c'est déjà arrivé, dit Mr. Pentherick avec diplomatie. Mais il semble que nous acceptons les faits sans les examiner suffisamment. Avant d'accepter le témoignage de cette infirmière, il faudrait examiner de plus près sa bonne foi. Un alibi fourni avec un empressement aussi suspect ne peut que semer le doute dans les esprits.
Il y a aussi le témoignage de la femme peintre, dit Raymond West. Elle a déclaré qu'étant souffrante, elle était restée éveillée presque toute la nuit, qu'elle aurait certainement entendu un camion, étant donné que ce n'était pas un bruit habituel et que la nuit avait été justement très calme après l'orage. Fit le pasteur, c'est certainement un argument supplémentaire. Et Kelvin, il avait un alibi? Il a déclaré qu'il était chez lui et couché depuis 10 heures du soir, mais qu'il n'avait aucun témoin en mesure de confirmer sa déclaration. L'infirmière s'est endormie, dit Joyce, et la malade aussi. Les gens pensent toujours qu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Raymond jeta un regard interrogateur au révérend Pender. Vous savez, ce Kelvin me fait pitié. C'est typique. Quand on veut abattre un chien, on l'accuse de la rage. Kelvin a fait de la prison, mais à part cette trace de pneu, évidemment trop particulière pour n'être qu'une coïncidence, il n'avait pas grand-chose à lui reprocher, sinon son passé. Votre sentiment, Sir Henry? Celui-ci secoua la tête. Il se trouve que je connais peu cette affaire, dit-il en souriant. Je ne peux donc pas parler. Bon, alors, tante Jane, avez-vous quelque chose à dire? Un instant, mon cher Raymond, déclara Miss Marple. Je crains de m'être trompé. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1 maille sautée, 2 mailles à l'envers. Voilà, c'est juste, oui. Tu disais? Quelle est votre opinion? Mon opinion risque fort de te déplaire, mon cher. J'ai remarqué qu'il déplaît toujours aux jeunes. Je ferais mieux de ne rien dire. C'est ridicule, tante Jane. Allez-y. Eh bien, mon cher Raymond, dit Miss Marple en posant son tricot et en le regardant fixement, j'estime que tu devrais choisir tes amis avec plus de discernement. Tu es si crédule, mon petit, si facile à berner. Peut-être parce que tu es écrivain et que tu as trop d'imagination. Cette histoire de galion espagnol. Si tu avais été plus âgé, et si tu avais eu plus d'expérience de la vie, tu te serais méfié immédiatement. Un homme que tu ne connaissais que depuis quelques semaines par-dessus le marché? Sir Henry éclata d'un rire tonitruant et se tapa sur la cuisse. Ah, cette fois, Raymond, elle vous a eu, s'écria-t-il. Miss Marple, vous êtes merveilleuse. Votre ami Newman, mon garçon, a un autre nom, plusieurs autres noms. En fait, à l'heure actuelle, il ne se trouve pas en Cornouailles, mais dans le Devonshire, à Dartmoor, pour être exact, détenu à la prison de Princetown. Nous ne l'avons pas arrêté pour cette histoire de lingots d'or, mais pour le pillage de la chambre forte d'une banque londonienne. En fouillant son passé, nous avons retrouvé une bonne partie de l'or volé enterré dans le parc de Paul House. Ce n'était pas une mauvaise idée. Tout le long de la côte, il court des histoires de bateaux échoués pleins d'or. Cela justifiait le plongeur et cela aurait justifié plus tard l'existence de l'or. Mais il lui fallait un bouc émissaire et Kelvin était le sujet idéal. Newman joua à merveille sa petite comédie. Notre ami Raymond, étant un écrivain connu, faisait un témoin inattaquable. Mais l'empreinte de pneu, objecta Joyce. Oh, j'ai compris ça tout de suite, ma chère enfant, bien que je ne connaisse rien au moteur. On peut changer les roues, vous savez. J'ai souvent vu des gens faire ça. Et bien sûr, ils pouvaient enlever une roue du camion de Kelvin, la sortir par la petite porte dans l'allée, la mettre sur le camion de Newman, amener le camion jusqu'à la plage par la porte principale, le charger d'or et remonter par l'autre porte. Après, ils ont dû rapporter la roue, la remettre sur le camion de Kelvin, tandis que quelqu'un d'autre, je suppose, ligotait Mr. Newman dans le fossé. C'était très inconfortable et il y est sans doute resté plus longtemps que prévu. J'imagine que c'est le soi-disant jardinier qui s'est occupé de cette partie de l'affaire. Pourquoi dites-vous le soi-disant jardinier, tante Jane, demanda Raymond intrigué. Ça pouvait pas être un vrai jardinier, non, répondit Miss Marple. Les jardiniers ne travaillent pas le lundi de Pentecôte. Tout le monde sait ça. Avec un sourire, elle replia son tricot. En vérité, c'est ce petit détail qui m'a mis sur la bonne voie, dit-elle en regardant son neveu. Quand tu seras propriétaire et que tu auras ton propre jardin, tu n'ignoreras plus ces petites choses-là.